Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre sur le live de Bibliothèques sans frontières. Aujourd'hui, comme promis, nous allons parler des arts joailliers et nous avons la chance de recevoir Ghislain Aucreman, qui est historien des bijoux, qui est historien de l'art et professeur à l'École des arts joailliers. Bonjour Ghislain. Bonjour, Mui-Cheng. Merci énormément d'être avec nous aujourd'hui pour parler des bijoux masculins, sujet qui n'est pas souvent traité, les bijoux masculins, signes et insignes. Nous avons eu la chance cette semaine de découvrir les 2 premiers chapitres d'une conférence qui s'est tenue à l'École des Arts Joailliers sur ce beau sujet des bijoux masculins, où on a voyagé à travers le temps et on a eu maintes anecdotes extrêmement intéressantes sur des pièces toutes plus fascinantes les unes que les autres. Et aujourd'hui, je vous propose d'assister à la fin de cette conférence, donc la 3e partie de la conférence sur les bijoux masculins. Et nous avons la chance d'avoir Ghislain, qui est historien de l'art et qui sera là pour répondre à vos questions à la fin de cette session. Donc, merci à toutes et à tous de nous rejoindre. Merci à notre partenaire Facebook de nous relayer sur sa page Ensemble à la maison. Vous retrouverez les conférences, les 3 parties de cette conférence sur notre page Facebook ainsi que sur notre site internet www.bibliosansfrontières.org et toutes les références que Ghislain citera aujourd'hui seront bien sûr référencées dans les commentaires du live. Donc, je vous invite à ne surtout pas hésiter à poser vos questions en direct dans les commentaires. Cette conférence s'inscrit dans à la fois le programme que nous avons mis en place de conférences de culture générale. Nous recevons des philosophes, des historiens, des scientifiques et aujourd'hui un historien de l'art durant cette période de confinement pour nous permettre de rêver et nous évader un petit peu, mais aussi dans un partenariat dont nous sommes très fiers à Bibliothèques sans frontières avec l'École des Arts Joailliers autour de la créativité. Vous savez, on déploie des médiathèques portatives un petit peu partout dans le monde qui s'appellent des Ideas Box, des Ideas Box, qui sont des boîtes à outils finalement pour porter la connaissance à celles et ceux qui en sont privés et leur donner les moyens de faire entendre leur voix. Et dans le cadre de ce projet, nous avons créé avec l'École des Arts Joailliers un kit de médiation pour permettre aux enfants et aux jeunes de découvrir non seulement les métiers des arts joailliers, mais aussi et surtout de s'approprier leur créativité et de l'explorer à travers le bijou qui est cet objet précieux universel qu'on retrouve dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux de pouvoir, en période de confinement, continuer cette initiative avec les professeurs de l'école. Donc merci encore une fois à Ghislain d'être avec nous. Avec grand plaisir. Et je vous propose sans plus tarder de découvrir la 3e partie de la conférence sur les bijoux masculins, signes et insignes, depuis mon écran que je vais vous partager. Alors je vous demande quelques instants de patience, le temps que je mette tout cela en place. Alors je vous partage mon écran. Ça devrait à présent arriver. Nous allons mettre le son sur une enceinte qui diffuse. C'est bien. On va enlever ce petit truc qui nous gêne. Voilà. Et revenir sur cette page que je mets en plein écran. Et je lance la conférence. Excusez-moi, juste une petite minute, puisque je pense que nous avons lancé quelque chose en parallèle. C'est donc le discret, voilà, on va revenir en plein écran. Et je lance la conférence. Attendez, on va se mettre aussi... attendez, excusez-moi, on va aussi... Si tu le veux bien, Ghislain, je vais te demander de couper ton micro et je vais nous mettre en plein écran pour que tout le monde puisse voir l'image en grand. Parfait, c'est fait. Voilà, vous voyez à présent mon écran en grand et nous allons diffuser la conférence. Alors nous arrivons au 3e homme, si vous voulez. C'est donc le discret, celui qui porte ses bijoux de façon beaucoup moins
plus spectaculaires que ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Et pour introduire cette section, je vous lirai ce que j'ai trouvé dans le guide Julliard, Paris pour masculin, en 1994. L'homme élégant n'a que quelques bijoux, alliances, boutons de manchette, épingles de cravate. La chevalière ne se conçoit qu'avec des armoiries. La boucle d'oreille est réservée aux compagnons du Tour de France et à ceux qui tiennent à afficher leur fantasme sexuel. Voilà ce qu'on lisait et qui peut-être est encore aujourd'hui de mise dans l'imaginaire. Oui, ça fait partie des images un petit peu étranges qu'on avait. Pendant longtemps, dans les années 80, il était dit que l'homme avait un seul piercing et que si ce piercing était à gauche, il était hétérosexuel, s'il était à droite, c'était homosexuel. Voilà, allez savoir, ça faisait partie des on-dit en quelque sorte qu'il y avait. Mais notre volonté est un peu de tordre le cou au cliché et c'est pour ça qu'on a choisi cette représentation d'un Maharaja, parce qu'on a commencé avec le Seigneur en accumulation avec un Maharaja et on en a un autre dans la typologie où finalement on est dans la discrétion, justement, dans le choix très léger, toute petite partie de bijoux. Donc, trop de bijoux, mauvais genre. En quelque sorte, c'est un peu ça qu'on peut tirer de certaines nuances. Si on revient au 19e siècle, on a évidemment la figure du dandy, qui est extrêmement importante, où finalement il y aura très peu de bijoux, quelques éléments, mais mis en scène de façon extrêmement importante. Et la canne fait partie des choses essentielles. Le célèbre portrait d'Oscar Wilde par Napoléon Saroni, qu'on a juste sur le côté, incarne véritablement cette image du dandy, de l'élégance, du nonchalant. Il est beau sans y faire attention, comme s'il avait pris la première chose qui traînait, alors que tout est très travaillé, bien évidemment. Et sur le côté, on a une autre figure de celui qui voulait se voir comme un dandy. Certaines personnes disaient de Balzac qu'en étant petit, rond, les dents altérées et les cheveux gras, il ne risquait pas d'entrer dans la catégorie du dandy. Néanmoins, il a quand même voulu s'octroyer l'attribut du dandy qui était la canne. Et ici, vous avez un très très bel objet, canne de turquoise, avec des turquoises en or, bois, et cadeau, son amour, Madame Anska, vous avez son ancien chapelet transformé en chaîne qui est juste ici. Donc il réinterprète, il reprend les éléments justement du dandy pour en faire un très bel objet et presque pour attirer l'attention plus sur la canne que sur lui, incarnant justement que l'objet devient, le mot devient la fonction en quelque sorte. Mais attention, le dandy n'est pas le décadent. Oui, alors le dandy n'est pas le décadent, ou alors c'est un dandy décadent. Tout à fait. Parce que avec la présentation que vous avez là de Jean Lorrain qui est donc très très connu pour ses chroniques du grand monde, où il était très mêlé, et aussi à sa vie très mouvementée, qui n'était pas du tout appréciée, parce que c'était vraiment voilà, dans le décadent, il y a cet homme de la littérature, ce romancier qui s'appelle Huysmans, quand il y a justement une représentation, une exposition au musée d'Orsay, eh bien, pour eux, le bijou a un autre sens. Ils l'accumulent, si l'on veut, mais pas du tout de façon diversifiée sur leur corps. Souvent, il s'agit de bagues qu'ils mettent au doigt en quantité. Et voilà justement ce que Colette, la romancière, écrit dans un livre qui s'appelle Mes apprentissages, à propos justement des bagues de Jean Lorrain. Ce qu'il portait sur lui était de mauvais goût. Il se satisfaisait de joyaux économiques, de gemmes troubles, calcédoine, chrysoprase, opale et olivine. De grosses bagues en or torturé qui n'étaient pas montrables et qu'il montrait. Ça dit tout, vous l'aurez compris. Certains bijoux qui sont acceptés, et Claudette en parlait tout à l'heure, il y a la fameuse chevalière avec les armoiries, bien évidemment, qui incarne l'affiliation, qui incarne cette notion de transmission. Ça fait partie de longue date pour les grandes familles des objets transmis de père en fils. Il faut le savoir, dans les pays de l'Ouest salique, le titre se transmet par voie masculine. Donc de fait, on va avoir ce type d'objet. Et ici, c'est une très belle chevalière, réalisée par Froment Meurice, grand bijoutier orfèvre du 19e siècle, de l'époque romantique, qui a appartenu, et appartient toujours à la collection d'Yves Gastou, avec un blason et une couronne. Alors, je ne suis pas douée en type de couronne. Est-ce que c'est comtal, ducal ou marquis? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une couronne de seigneur, avec le blason que l'on retrouve juste ici. Et de chaque côté, vous avez des figures de chevaliers. Donc, véritablement, on est dans la notion de chevalière au sens propre. Mais l'autre élément qui est très souvent transmis, c'est la montre.
qui souvent aujourd'hui encore est vu comme le bijou masculin, l'objet masculin par excellence dans la catégorie justement des joyaux. Et cette notion de transmission est devenue la devise, devenue le symbole justement chez Patek Philippe. On ne possède jamais vraiment une Patek Philippe, on ne fait qu'en prendre soin jusqu'à la prochaine génération. Voilà, cette notion qui est indiquée et qui justement montre cette valeur de transmission du bijou qui est extrêmement importante et qui est exprimée ici notamment dans le monde masculin. Alors moi, je vous parlerai un petit peu, en essayant de ne pas être trop longue, sur du bracelet. Parce que le bracelet a un statut particulier parmi les bijoux, car c'est lui qui enserre le poignet. Et donc, d'ailleurs, il portait autrefois le nom de carcan. C'était donc quelque chose qui était une sorte d'allégeance. D'ailleurs, ce signe d'allégeance, elle est aussi décrite à la période médiévale, lorsque tout chevalier avait justement à cœur de porter ce qu'on appelait des emprises d'amour, c'est-à-dire 2 cercles d'or qui étaient reliés par une chaîne, donc fonction en effet d'allégeance qu'il gardait pendant un certain temps. Vous avez au milieu aussi 2 bracelets gourmettes tout à fait particuliers. Le premier que vous voyez en haut, c'est un bracelet militaire, celui que portaient les militaires, les soldats en 1914 jusqu'en 1940. Ils avaient ce type de bracelet avec une plaque d'immatriculation en quelque sorte, qui était sécable, c'est-à-dire qu'elle pouvait se couper en 2. Et sur chacune des parties de cette plaque, il y avait leur identité, leur corps de métier, enfin dans le régiment, et leur nom, donc c'était leur plaque d'identité. Et pourquoi était-elle sécable? Eh bien parce que justement, lorsqu'ils mouraient sur le champ d'honneur, puisqu'on disait le champ d'honneur en 1914, eh bien on pouvait découper la plaque, la partie avec le bracelet était rendue à la famille, l'autre était gardée par l'armée. Et ces plaques ensuite ces bracelets ont été un petit peu vulgarisés pour en faire des bracelets beaucoup plus fantaisie. Et en tout cas, ils ont, comme vous voyez d'ailleurs à droite, c'était la gourmette avec les mailles forçats. Et il y avait aussi, après en 1940, ce bracelet a été remplacé par des simples plaques de métal qui pendaient sur un collier, c'était les célèbres dog ties, que tous les soldats américains ont porté et qu'on voit couramment dans les films. Et là aussi, ça a été vulgarisé et maintenant, sur ces plaques que portent les hommes, il y a des inscriptions très fantaisistes. Autres bracelets qui sont très contemporains, ceux que vous voyez ici en caoutchouc, comparable à ce que ici vous faites. Et puis, il y a aussi des bijoux aujourd'hui prophylactiques qui sont en cuivre, qui permettent de se protéger aussi d'un certain nombre de maladies. Et puis, on s'aperçoit quand même qu'aujourd'hui, le bracelet, eh bien, c'est un objet, c'est un bijou que les hommes reportent, grâce probablement à des nouvelles créations que font les créateurs, qui sont en général en corde et en argent, et quelquefois en perles. Et vous le voyez bien représenté à gauche sur ce bracelet, qui est un bracelet où on a gardé tous les éléments maritimes donc des marins et qui plaisent aux hommes. Si on regarde aussi certains bijoux qui sont souvent cachés, il y a aussi cette volonté de bijoux intimes, de cadeaux, les petites médailles de baptême, les petits bijoux sentimentaux qui sont souvent placés sous la chemise, pas forcément vus. Cette notion aussi de bijoux discrets qui sont là, mais qui ne font pas parler d'eux en quelque sorte, qui ne sont pas ostentatoires. Et c'est ce qu'on peut revoir sur certaines figures. Cette photo en noir et blanc de l'acteur Steve McQueen nous montre évidemment la chaîne parce qu'il est torse nu, mais c'est cette volonté aussi de quelque chose qui peut être gardé sur soi et justement dissimulé. Et ce qu'on retrouve juste à côté avec le footballeur David Beckham, où là, par contre, on distingue un peu plus une volonté de montrer ce qui, par le passé, ne l'était pas. Et parmi les bijoux habituels, sentimentaux, qui étaient offerts, il y en avait beaucoup qui, réalisés par Rogis, étaient frappés de ce poème, enfin, du moins un morceau de ce poème, de la poétesse Rosemonde Gérard. Cet amour qui était plus qu'hier et moins que demain, donc cette volonté d'un amour éternel et grandissant au quotidien, et qui devient l'une des devises un petit peu sentimentales que l'on va retrouver, fragment d'un poème, et qui incarne toujours cette volonté du bijou pour le symbole de l'amour au sens large. Et cette symbolique d'amour, on la retrouve dans tout un tas d'objets. Si on remonte par le passé avec ces fameuses tabatières, cadeaux qui souvent étaient faits à titre politique, pas seulement à titre sentimentaux, et qui ici est orné d'un décor de micro-mosaïque représentant 2 colombes qui se décotent. Inévitablement,
on est avec un sujet amoureux que l'on peut retrouver ici. Et de l'autre côté, c'est une clé de montre. On parlait de l'importance de la montre comme bijou pour homme. Il fallait remonter de cette clé de montre que vous avez juste ici, qui sur l'endroit représente une pensée, cette idée de penser à quelqu'un, donc de jeu de mots par rapport à cela. Et sur le revers, il y a toute une inscription et surtout un symbole central que malheureusement on n'a pas été capable de comprendre ou de déchiffrer. Et c'est aussi l'élément très important du bijou de sentiment, c'est que le message est fait pour être lu par les amoureux. Si vous n'êtes pas l'un de ceux-là, c'est normal que vous ne compreniez pas. C'est cette volonté aussi d'intimité, de discrétion ou de langage codé, justement. Oui, donc ces bijoux, ce sont à la fois ces bijoux sentimentaux, sont des bijoux d'amour et des bijoux d'amitié. Ça compte aussi l'amitié, pas seulement l'amour. Ce que vous venez de voir sur cette petite clé de montre, Ghislain vous a dit que c'était une pensée, et il est très courant de trouver sur les fermoirs de collier, sur les bagues, la pensée, car tout le monde comprend que ça veut dire penser à moi. Et dans penser à moi, il y a aussi l'idée d'un rébus, comme vous avez montré à l'arrière de la clé de montre. Ce rébus, c'est donc une tradition du XVIIIe siècle. C'était des jeux de mots. C'était en général des jeux de mots amoureux qui permettaient de pouvoir avouer son amour de façon un petit peu plus cachée. Voilà, on retrouve ici des bagues du XVIIIe, du XIXe siècle qui nous montrent deux choses. D'abord, il y a la présence de cheveux, car les cheveux font partie aussi de l'amour et de l'amitié. Ces cheveux, vous les trouvez sur ces deux bagues, ils sont au fond de la bague et ils sont parquetés. Parquetés parce que c'est un travail du cheveu qui a été extrêmement important au XIXe siècle. Et par-dessus, il y a à gauche la représentation des cœurs enflammés, donc l'amour. Et de l'autre côté, vous avez donc une représentation d'une colonne avec une urne. Ça veut dire que là, il s'agit de cheveux et d'une bague de deuil. Donc l'amour gai, l'amour triste, on les trouve représentés à travers tous les bijoux. Et à gauche, vous avez quelque chose de très intéressant. Vous avez un médaillon qui concerne des bijoux, qui concerne des cheveux. Alors, ce n'est pas un médaillon porté par un homme, c'est un médaillon porté par une femme, et il ne s'agit pas de n'importe quelle femme, c'est Victoria. L'impératrice Victoria, dans sa vieillesse, a eu un amour, c'était son garde-chasse écossais. Et ce garde-chasse écossais est mort avant elle, et elle a voulu garder la trace de son visage. Vous voyez sur cette miniature, ou sur une photo d'ailleurs, parce qu'on n'a pas de photo couleur, donc on ne se rend pas très bien compte si c'est une photographie ou si c'est au contraire une miniature. En revanche, au dos, il y a quelques cheveux qui sont conservés et que donc ce médaillon, la reine le portait tout le temps. Alors, autre bijou sentimentaux très particulier, encore une fois, nous sommes dans un métal très pauvre. Il s'agit des bijoux qu'on appelle des bijoux de poilus, qui entrent dans l'artisanat de guerre, très important pendant la guerre de 14, que ce soit d'ailleurs un artisanat fait par les Français ou par les Allemands. C'était à peu près la même chose, car ces bagues qui étaient en aluminium, elles étaient fabriquées avec l'aluminium, la ceinture d'aluminium des obus. Les obus, c'était ceux que les Français recevaient des obus allemands et qu'ils allaient chercher d'ailleurs quelquefois au péril de leur vie, parce qu'ils avaient très envie d'utiliser ces obus pour faire des bagues et pour faire des objets. Plutôt des bagues, parce qu'ils faisaient fondre l'aluminium dans leur casque. Ils avaient un certain nombre d'outils qui étaient très frustes. Vous les voyez ici travailler à droite sur un petit établi, car tous étaient quand même des gens de la campagne, des artisans qui savaient travailler le métal. Et ils se sont fait porter des forges, tous les instruments nécessaires pour à la fois fondre et graver également ces bagues qu'ils ornaient de différentes façons. La plus touchante, c'est celle en haut à droite, où vous voyez marqué Titine. Titine, un prénom évidemment d'une femme aimée probablement, et écrit très très maladroitement. Toutes ces bagues, elles étaient envoyées soit à leurs femmes, soit à leur marraine de guerre qui existait. Et il y a eu un grand poète, Guillaume Apollinaire, qui lui a fait la guerre des 14, qui d'ailleurs a été blessé, et qui s'intéressait beaucoup aux bagues, dont il parle énormément, et il en fabrique 3 pour la femme aimée qu'il a laissée. Elle s'appelle Lou Andrea Salomé, et il lui demande de lui donner la taille de son doigt pour pouvoir faire ses bagues. Et il va aussi lui écrire un poème qui est, j'ai perdu, Ah que la guerre est jolie, avec ses, je ne sais plus,
Je ne le trouve plus. Et qu'il a, oui, voilà, je vais la trouver. Excusez-moi. Adieu que la guerre est jolie, avec ses chants, ses longs loisirs, cette bague je l'ai polie, le vent se mêle à vos soupirs. Voilà. C'est dans Alcool, je crois. Enfin, c'est Guillaume Apollinaire a fait des choses magnifiques. On ne savait pas qu'il avait fait des bagues. Si nous continuons, il y a une réalité aussi des types de bijoux qui tendent à disparaître. Dans certains mariages traditionnels, ils sont encore présents, mais beaucoup de coffrets à bijoux ne les ont plus. Ce sont les boutons de manchette, ce sont les épingles à cravate. À tel point que dans certains mariages à l'ancienne, on va louer ce type de bijoux de façon à pouvoir les avoir. Alors on a choisi ici une figure contemporaine que nous voyons beaucoup en ce moment à la télé, pour les boutons de manchette bleu, blanc, rouge, au même titre que les fameux petits drapeaux que l'on peut voir aux boutonnières. C'est une idée aussi d'incarner quelque chose, et beaucoup de boutons de manchette ont eu ce type de présentation de messages, de symboles, que l'on retrouve également dans une figure complètement plus ancienne, dans les collections d'épingles de cravate du comte Nissim de Camondo. Vous connaissez peut-être le musée Nissim de Camondo, qui est au Parc Monceau, et qui a été la collection de Moïse de Camondo en hommage à son fils Nissim, sachant que c'est le père de Moïse, le père du collectionneur, qui, au cours de la fin du 19e siècle, avait une collection de bonne cinquantaine d'épingles de cravate, chacune avec des motifs différents. La petite souris qui cherche à grignoter quelque chose au bout de la fourchette, un petit dragon avec une émeraude, un petit aigle, des décors orientalistes, une lune, enfin, des choses complètement différentes qui pouvaient incarner un message pour lui ou simplement une fantaisie, en quelque sorte, que l'on appliquait et qui en même temps avait un rôle fonctionnel, fermer les manchettes pour les boutons de manchette ou maintenir évidemment la cravate à la vallière pour les épingles de cravate. Oui, d'ailleurs, ce que vous dites me fait penser qu'on pourrait très bien, avec toutes ces épingles, avec certains bijoux qu'on a vus, ce sont des bijoux de fantaisie, des bijoux d'humour, et on peut très bien aussi faire tout un texte, toute une histoire de ces bijoux d'humour qui sont aussi très nombreux dans l'histoire. Donc la prochaine, alors là c'est aussi très particulier, me semble-t-il, c'est un coffret à bijoux qui a appartenu à un grand dramaturge américain que certains connaissent peut-être, qui s'appelait Eugene O'Neill. Nous sommes dans les années 1930. Cet Eugene O'Neill a épousé une troisième épouse. Il est très connu, c'est un grand dramaturge, mais il boit beaucoup d'ailleurs. Et sa troisième épouse est très riche. Et elle va lui acheter énormément de bijoux qui vont commémorer soit un événement important dans leur vie, soit un événement important pour le théâtre, c'est-à-dire pour Eugene O'Neill. Et elle va donc donner ensuite ce coffret. Alors, ces bijoux ont la particularité que ce soit des bagues, des montres ou même des réveils, parce qu'il y a des réveils, ça c'est pas un bijou, mais c'est quand même une grande surface, de faire graver son nom, bien sûr, avec une dédicace à chaque fois. Donc, ces bijoux sont très, très, très personnalisés. C'est en ça qu'ils sont évidemment très intéressants. Et ils sont conservés dans un coffret qui se trouve actuellement à Yale, à New Haven, à l'université de Yale, où cette femme, donc, qui est morte après son mari, a déposé ce coffret en même temps que toutes ses archives. Et elle achetait ses bijoux généralement à Paris, chez Cartier Paris ou Cartier New York. Donc, j'ai essayé de demander des informations auprès de Cartier, qui n'a pas trouvé de facture qui a été faite au nom de l'épouse de Neil. Alors, en regardant de près le coffret, Ghislain a remarqué qu'il y avait dans un interstice une bague dont il va vous parler, qui est la bague 3 ors de Cartier. Donc, c'est bien Cartier, et donc il l'a lui aussi reçue. Tout à fait. Cette bague, la légende veut qu'elle ait été une commande spécifique de Jean Cocteau. Le destinataire, la destinataire reste encore un peu inconnue, ça fait partie des mystères de l'histoire. Son ami, l'écrivain Radiguet, ou encore celle qu'il aurait aimée, la princesse russe Palais. On a quelques doutes, quoi qu'il en soit, ce qu'on sait, c'est qu'il avait voulu la porter, et voir porter les deux en même temps au petit doigt, juste ici. Donc, anneau d'amour, anneau d'offrande, à nous porter soi-même. On est dans quelque chose qui justement incarne le bijou avec une commande masculine, peut-être un destinataire masculin, et quoi qu'il en soit, l'anneau reviendrait, qu'il ait été à l'un ou à l'autre, reviennent justement portés par le même personnage phare. Et on retrouve cette notion de bijou offert aux hommes, parce que finalement, on parle beaucoup des hommes qui
offre des bijoux aux femmes. Et là, c'est la volonté un petit peu au retour, en quelque sorte. Et on a l'exemple de Édith Piaf. Oui, alors, simplement, il faut savoir, mais vous le savez peut-être, elle a eu de nombreux amants. Et à chacun de ses amants, elle offrait une panoplie, qui était toujours la même, qui était donc, je me souviens plus laquelle. Boutons de manchette. Des boutons de manchette. Il y avait des boutons de manchette. une épingle de cravate et la fameuse montre reflet de chez Boucheron. Voilà. Donc, c'est ce qu'elle offrait à chacun. Donc, je ne sais pas ce que c'est devenu. Ils ont dû certainement les garder les uns et les autres. Mais enfin, elle avait cette habitude et je crois qu'il y avait encore d'autres bijoux qu'elle offrait régulièrement. Ce que vous pouvez voir d'ailleurs dans la facture qui a été ici photocopiée. Oui, tout à fait. De la maison Boucheron qui correspond à ses commandes pour Marcel Cerdan. Donc, elle a dû acheter chez de nombreux joailliers. Tout ça pour ses hommes. Comment finir? Eh bien, on s'est posé la question aussi de la réalité contemporaine et on va revenir en quelques mots sur l'étude que vous avez réalisée dans les années 90. Oui, si on veut. Donc, en fait, je reprends mes petites notes. Là, cette promenade qu'on a faite à travers les siècles montre la richesse de la fonctionnalité symbolique du bijou masculin entre, on l'a vu, le pouvoir, les sentiments, l'histoire, la politique, l'identité et la contestation. C'est une enquête, en effet, qui a été menée il y a une dizaine d'années auprès des hommes d'aujourd'hui, qui a montré que les fonctions ont finalement très peu changé, et à ceci près que la pression sociale empêche souvent les hommes de se parer comme ils le souhaiteraient. Donc, il y aurait aussi des échanges intéressants au niveau des hommes qui peuvent être là. D'autres moyens, maintenant, ont un petit peu remplacé les bijoux, c'est le tatouage, qu'on a vu tout à l'heure à travers un certain nombre d'images, et qui viennent concurrencer justement ces bijoux et qui, malgré tout, continuent à être un homme pareil. Il n'empêche que le bijou pour homme redevient, dans les années 2010, déjà des années 2000, quelque chose de plus en plus important, qui a commencé notamment par les figures du monde du cinéma, du monde du spectacle de façon générale, par des figures de grands collectionneurs. On a mis ici deux images qui, finalement, habillées de façon assez simple mais très élégante. On va retrouver évidemment notre Elie Gastouf, notre collectionneur, avec ses nombreuses bagues, cette volonté justement de montrer sa collection, de porter sa collection, et qui est important parce qu'on peut avoir des collectionneurs qui ne portent pas. Et c'est ça, cette notion de collectionneur qui porte, qui est extrêmement importante. Et de l'autre côté, l'acteur Aldis Hodge, qui a notamment joué dans Les Figures de l'ombre et qui va sortir un film prochainement sur L'homme invisible. Si vous voulez tout savoir, j'ai lu sa biographie il n'y a pas longtemps, c'est pour ça. Les autres films, je les connais pas. Quoi qu'il en soit, c'est une très belle photo que j'ai trouvée ici de 2017, où finalement vous avez une montre assez présente, vous avez une chaîne un peu gourmette sur l'autre poignet, vous avez plusieurs bagues, et vous avez cette sorte de bouton, chaîne qu'on retrouve ici, qui montre que le bijou pour homme revient. Dès qu'on voit des images aux Oscars ou autres, on se rend compte que de plus en plus, c'est quelque chose qui rentre dans la norme. Donc les conventions sociales sont-elles en train de changer? Peut-être, l'avenir nous le dira. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ghislain, je te remercie parce que c'est notamment toi qui interviens dans cette très belle conférence sur les bijoux masculins. Donc, merci beaucoup à toi de nous avoir partagé ces images. À celles et ceux qui nous ont rejoints en cours de route, nous parlons aujourd'hui des bijoux masculins, signes et insignes. Nous explorons ce pan peut-être parfois méconnu des arts décoratifs et des arts joailliers, et nous sommes avec Ghislain Ancreman, que vous avez vu dans la conférence, qui est historien de l'art et professeur à l'école des arts joailliers, et qui est aujourd'hui aussi là pour répondre à vos questions. Donc, je vous invite à poser vos questions dans les commentaires du live. Nous avons la chance d'avoir un expert des bijoux avec nous, donc n'hésitez surtout pas. Ghislain, dis-moi, est-ce que, si tu le veux bien, j'aimerais commencer par une question assez généraliste finalement et qui rebondit sur la dernière partie de cette conférence où tu parles du bijou masculin à l'heure actuelle. Qu'en est-il? Est-ce que penses-tu qu'il y a un regain d'intérêt peut-être pour les bijoux masculins dans notre ère contemporaine? Alors, je dirais oui, et j'espère, en tant qu'homme déjà, en tant qu'amoureux du bijou, en tant que porteur de bijoux, je dirais que oui, il y a un certain regain. Il y a eu beaucoup de codes qui ont été détournés, transformés au cours de la seconde moitié du XXe siècle, et je pense que ça a beaucoup aidé.
et que depuis les années 2000, on a quelque chose qui change dans la manière d'approcher le bijou, le droit qu'on se donne de porter des bijoux, et qui vraiment a été l'objet d'une étude. C'est ce qu'explique Claudette Johannis, avec qui j'ai présenté la conférence. Elle avait fait toute une étude dont elle parle très brièvement, mais qui s'intitulait, le titre était assez amusant, ça s'intitulait « Le bijou masculin entre bagouze et chevalière ». Donc il y avait ce jeu de mots un petit peu sur les noms, un peu familier aussi, mais la volonté d'étudier, pas seulement d'un point de vue historique, mais également d'un point de vue ethnographique. Donc en allant voir des gens, en leur posant des questions, en disant mais est-ce que vous portez des bijoux? Si oui, est-ce qu'ils sont visibles? Est-ce que c'est des bagues, des bracelets, des anneaux d'oreilles? Est-ce que c'est une chaîne qui est cachée? On a vu qu'il y a des bijoux visibles, il y a des bijoux volontairement dissimulés. Et donc c'est tout cet aspect en fait qu'elle a étudié en essayant d'obtenir des hommes qui acceptaient de répondre aux questions. Et à partir de là, elle a fait une sorte de récollement et d'études de tous ces hommes qui ont pu porter des bijoux, pas en les nommant, mais en classifiant. Et elle a compris que finalement, il y avait un grand retour aux bijoux qui tendait à se faire. Et c'était il y a 15 ans, 20 ans. Et là, du coup, je dirais qu'aujourd'hui, on le voit que c'est même dans l'univers du marché joaillier, c'est un pan qui commence à se développer de plus en plus. Il y a beaucoup de propositions, on le voit beaucoup plus autorisé. Donc tant mieux, je dirais, et heureusement. Même dans le principe de faire des études, tu le disais au tout début, c'est un sujet qui est très peu étudié. Et pour cause, c'est une sorte de sujet tabou. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que c'est tabou? Peut-être qu'on n'ose pas en parler, peut-être que ça dévirilise, entre guillemets, l'image de l'homme que de porter des bijoux, alors que pas du tout. À travers le temps, on a pu voir qu'il y a eu des hommes extrêmement parés, qui ont été des grands guerriers, enfin des figures vraiment incontournables de l'histoire. Et c'est ça qui est intéressant, et de se rendre compte que finalement, aujourd'hui, on a quelques études, quelques livres, quelques éléments. Je pense à un livre en particulier, qui est anglais, il y a beaucoup de littérature anglo-saxonne sur le sujet, qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, Jewelry for Gentlemen, donc la bijouterie, la joaillerie pour les gentlemen, pour les élégants, on pourrait dire en français, et qui est un ouvrage qu'on pourra mettre le lien justement pour que les gens puissent suivre, d'un certain James Sherwood, et qui, en anglais, existe uniquement pour le moment, peut-être qu'un jour il sera traduit en français, mais qui nous donne vraiment la perspective contemporaine du bijou en faisant des liens avec la typologie de bijoux portés encore aujourd'hui. Donc, j'ai envie de répondre, oui, le bijou masculin est de retour, et pour de bon. Merci beaucoup pour cette réponse enthousiaste, Ghislain. Et effectivement, tu le mentionnes, le sous-titre de cette conférence est signe et insigne. Et très souvent, le bijou masculin est aussi signe de pouvoir. Donc, j'aimerais faire le lien avec cet autre insigne du pouvoir et du guerrier qui est l'épée. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire quels sont les liens potentiellement avec le monde de la joaillerie? Tout à fait. C'est un élément qu'on a abordé dans la conférence, qui faisait partie de la première partie de la conférence. La conférence était en 3 temps. Si tout le monde n'a pas pu voir les vidéos, il y avait un premier temps qu'on avait baptisé le Seigneur, donc vraiment l'image du guerrier, de l'homme de pouvoir et autres. Un deuxième temps qui était sur le marginal, celui qui sort des normes, entre guillemets, et un troisième temps qui était ce qu'on a vu, le discret, l'élégant, le dandy, toutes ces choses-là. Et du coup, la diapositive que tu as fait justement là nous indique cette idée que l'homme viril, puissant, avec cette attitude martiale, va être paré de médailles, de récompenses, de colliers. On a un général de l'Égypte antique qui est présenté sur la gauche, qui reçoit des colliers. Ça veut dire que les ornements d'apparat militaires sont des bijoux et inévitablement de belles épées. Pas forcément des épées de combat, mais des épées d'apparat, des épées pour montrer justement la richesse, le statut, les victoires, vont devenir des éléments extrêmement importants. Et l'image de droite est une réalisation d'un joaillier. Ça veut dire qu'on confiait aux joailliers, à des grands joailliers de renom, ici c'est la famille Weber, Henri et Paul Weber, qui étaient fils et petits-fils de joailliers, qui étaient rue de la Paix, donc le cœur battant de la joaillerie encore aujourd'hui avec la place Vendôme, et qui réalisent ici cette épée d'honneur du maréchal Foch, qui est une récompense de l'après-Première Guerre mondiale, on voit l'année 1919, et qui est entièrement ornée et décorée d'éléments, mais qui sont un travail d'orfèvrerie, un travail de joaillerie, véritablement, et qui font appel aux mêmes artisans que ceux qui créeraient un bracelet, un bijou. Et cette épée, elle a été montrée dans une exposition qui a eu lieu il y a quelques mois au musée de l'Armée. Ça fait partie des collections du musée de l'Armée, hein, c'est ce qu'on a indiqué en dessous. Et c'est une exposition qui s'appelle Les canons de l'élégance. Donc évidemment, jeu de mots avec le canon qui tire
en termes militaires, mais en même temps, il y avait cette volonté de montrer que l'homme militaire, il est paré, il est élégant, et évidemment, il y a des éléments joailliers qui vont avec. Et donc, il y a plein d'épées, dont une super collection d'époque napoléonienne, qui fait partie des collections du musée de l'armée, et ça fait partie des bijoux masculins, entre guillemets, puisque c'est un ornement d'apparat, c'est pas forcément utilisé pour la défense, et c'est un élément, justement, qui reçoit tout son décor, au même titre qu'un beau bijou. Merci beaucoup, Ghislain. Cela m'amène à te lire peut-être quelques-uns des commentaires de nos Avec internautes plaisir. qui justement débattent de la représentation traditionnelle de l'homme et notamment de l'homme de pouvoir et de son rapport aux bijoux. On a une question notamment de Laetitia qui demande: Bonjour, est-ce que le côté virilité homme est une question qui se pose de façon universelle dans l'ensemble des pays? Et juste avant, nous avions un commentaire d'Ogène qui nous disait: je vois mal le président de la République porter des boucles d'oreilles et un piercing à la lèvre ou au nez. Cela démontre bien que l'on ne vit plus dans cette époque où les bijoux avaient une signification particulière et que le monde a changé. Et les images que nous a montrées me font aussi penser, tu vois, au Maharaja, homme de pouvoir, qui pour le coup étaient des grands amateurs aussi de pierres précieuses et dont les bijoux signifiaient finalement le pouvoir. Tout à fait. Alors, pour répondre à la première question, on va commencer par celle-ci. Évidemment, il y a un côté très culturel dans la parure. Chaque peuple va avoir ses codes, sa manière d'arranger le bijou, le vêtement, de signifier quelque chose. Et c'est un des éléments qu'on avait dit avec Claudette Johannis dans le début de la conférence, c'est que le bijou, de façon universelle, est porteur de sens. Mais pour les hommes, c'est presque encore plus important qu'ils presque justifient le fait de porter un bijou parce qu'ils disent quelque chose. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que finalement, il y a un message presque à décoder dans chacun des bijoux. Et du coup, qu'on soit en Inde, qu'on soit en Afrique, qu'on soit au Japon, qu'on soit en France, en Amérique, évidemment, les codes vont être différents. Néanmoins, ce qui est assez fascinant, c'est que depuis qu'on est humain, Homo sapiens sapiens, j'ai envie de dire, c'est devenu quelque chose d'humain de parer son corps, de mettre quelque chose sur son corps, quelque chose qu'un animal ne fera pas. Et là, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, hein, pour le coup. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que on va avoir cette notion de parer le corps qui quand même va être très universelle. On va retrouver des mêmes placements du corps finalement, parce que le corps est fait comme ça, où on va se dire, bah, dans les cheveux on met ça, on va pouvoir remettre des boutons sur des vêtements, les doigts peuvent peut-être avoir des bagues, les bracelets autour des poignets ou autour des chevilles, etc. etc. Ensuite, c'est le nombre de bijoux, est-ce qu'on veut bien vouloir en dire qui va être derrière. La conférence abordait beaucoup la partie européenne, qui finalement est la plus étudiée, mais on a vu les Maharajas en Inde, on avait une bague du Mali, par exemple, pour l'Afrique, on avait voilà, des pièces qui étaient de partout et qui montrent que quand même, ça n'enlève rien à l'image de virilité de porter un bijou, voire même, ça peut en faire partie. Que ce bijou soit précieux, dans des matières que en Europe, on va considérer comme celles de la joaillerie, mais ça peut aussi être des matières organiques, naturelles, je pense à d'autres parties du monde, où on va véritablement rajouter des plumes, rajouter des feuillages, du raffia, enfin des choses comme ça. Et pour autant, on est dans de la couronne, on est dans de l'apparat, on est dans du collier, et on est dans la même notion de le chef fort, puissant, incarnant une autorité et aussi une forme de protection de son corps, parce qu'il y a un côté amulette, un côté talisman, et en même temps protection qu'il donne aux autres, parce qu'il montre qu'il est quelqu'un de résistant et d'incarnant cette fonction justement de la haute autorité. Et cette notion-là a énormément changé autour du milieu du 19e siècle, et là je retrouve petit à petit la deuxième question, avec ce passage de l'homme paré, qui véritablement, ça ne posait de problème à personne à travers le monde, à cette notion presque plus bourgeoise, moderne, au moment petit à petit de la révolution ou des révolutions industrielles, je devrais dire, où l'homme va se mettre à travailler, donc il va être considéré comme moins oisif que l'aristocrate d'antan, et du coup, on va moins porter des parures, on va être plus austère, plus sobre, en quelque sorte, ça ne veut pas dire moins élégant, hein, mais porter moins de choses, et laisser le bijou plutôt au monde féminin. Ce qui va un peu cliver en quelque sorte le bijou dans un monde et pas dans un autre, en gardant quelques rares bijoux, ce qu'on retrouve un peu aujourd'hui, quelques boutons de manchette parfois, mais surtout la montre, une bague, peut-être un bracelet, enfin, voilà, des choses très très légères, peu de choses en fait qui vont être portées et qui aujourd'hui, en effet, pour des personnes de haute fonction,
vont être considérées comme, et c'est pas mon opinion, mais souvent dans l'opinion publique par le passé, vont être considérées comme moins élégantes ou plus rebelles. Et c'est vrai qu'on a plutôt l'image du motard avec ses bagues à tête de mort, ou du voyou, entre guillemets, ou d'une image un peu en rébellion avec la boucle d'oreille, enfin, ce genre de choses comme ça qui finalement ne reflètent pas forcément l'identité de la personne, mais reflètent une image qui a pu être donnée par certains à travers le temps et qu'on voit moins dans certaines figures officielles. Il y a de plus en plus de PDG et d'entreprises qui commencent à porter des bagues ou reviennent sur certains boutons de manchette. Donc, quand même, c'est petit à petit que, en fonction du goût personnel, et ça, c'est quelque chose d'intéressant, l'individu par rapport à la communauté, donc son choix personnel, ça peut arriver, mais c'est quand même relatif. Et je répondrai au très bon exemple de dire, imaginez le président de la République avec une boucle d'oreille ou autre chose, et une publicité, et j'ai jamais été en mesure de retrouver malheureusement l'origine de cette publicité, c'est pour une banque. Je ne sais absolument pas quelle banque c'était. Et la banque faisait une publicité avec un homme qui était très bien habillé, costume, cravate, très propre sur lui, vraiment impeccable. L'image du banquier, entre guillemets, ou du très bon client bourgeois, et qui avait une boucle d'oreille ici, dans le nez. Et il y avait une inscription sur la publicité, c'était indiqué « De l'argent mal placé, c'est moche ». Alors, évidemment, c'était plein d'humour, parce qu'il y avait le jeu de mots entre l'argent, le fonds monétaire, parce qu'on était avec une banque, et l'argent de l'anneau de nez, finalement, qui était en argent, mais qui montrait que, finalement, on utilisait un élément commun, c'est-à-dire le fait que l'anneau ici, c'est considéré comme rebelle, donc c'est pas conventionnel, donc c'est hors norme, donc c'est moche, entre guillemets, pour justement justifier un message. Est-ce qu'aujourd'hui, on utiliserait ce même message? Peut-être pas. Je ne dis pas pour autant qu'on aura cet anneau-là sur un haut fonctionnaire de l'État. Néanmoins, petit à petit, les choses montrent que peut-être qu'il y a d'abord dans le monde des artistes, sur les tapis rouges, et petit à petit ensuite dans la vie quotidienne, l'envie et l'idée de porter, en tout cas de moins cliver des personnes à cause de tel ou tel choix de bijoux finalement. Mais la parure est pleine de sens. Ça reste universel. Merci beaucoup, Ghislain, pour cette réponse très complète qui illustre bien les différentes facettes du propos. Justement, tu parlais de piercing et de boucles d'oreilles. En quoi est-ce que ces éléments ornementaux sont souvent associés ou ont pu être associés à des signes d'infamie ou en tout cas de rébellion? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, oui, clairement, c'est un sujet à part entière, je dirais. J'ai eu la chance d'avoir un professeur à l'école du Louvre qui s'appelle Denis Brunat, qui a écrit un livre qui s'appelle justement Piercing, à l'origine d'une infamie, je crois, c'est le titre de l'ouvrage, et qui débutait au Moyen-Âge. Il est médiéviste, entre autres, il travaille au Musée des Arts Décoratifs à l'heure actuelle, et il nous montrait un certain nombre de représentations comme celle que tu as mis à l'écran, qui nous montre une figure, alors, du Christ évidemment, avec une peau beaucoup plus lisse, sans piercing, et tout autour des personnages dont la laideur ressort immédiatement à l'image, et qui est un langage médiéval qui nous indique que l'extérieur du corps fait ressortir en quelque sorte le côté infâme, le côté mauvais du personnage. Donc une figure laide dans un tableau religieux incarne un personnage mauvais. Entre guillemets, le bien et le beau, ou le laid et le mal se retrouvent ensemble. Et là, tous les personnages autour sont des personnages qui vont flageller le Christ, qui vont condamner le Christ, donc ils sont vus comme mauvais. Et on voit, il y a des piercings dans les joues, il y en a dans le nez, enfin, dans l'oreille. Enfin, on a toute cette notion un petit peu du barbare ou du mauvais, en quelque sorte, qui est passé là, avec cette idée que percer le corps, c'était, dans la pensée médiévale religieuse chrétienne, c'était percer un corps donné par Dieu. Donc c'était considéré comme quelque chose d'infâme. Il faut savoir qu'avant la chrétienté et les monothéismes, dans l'Antiquité, il y a eu des pour et des contre avec le piercing. Je sais que chez les Romains, c'est pas forcément la chose qui était la plus appréciée, notamment dans la haute société. Par contre, chez les Égyptiens, si on va au musée du Caire, par exemple, la momie du petit Toutankhamon, ou encore du grand souverain Ramsès II, ils avaient les deux oreilles percées, deux lobes d'oreilles percés. Donc c'était quelque chose de normal, de courant, c'était une parure, véritablement. Mais
avec le Moyen-Âge, la pensée chrétienne, on va avoir d'autres codes qui vont venir, et je dirais que petit à petit, on va vivre sur ces codes, qui sont aussi des codes picturaux, parce que ça vient de la peinture, et en fait, on va avoir, ce que j'expliquais dans la conférence, des personnages qui vont être les étrangers, celui qui vient d'Orient, celui qui vient d'ailleurs, en quelque sorte. Pas forcément le mauvais, mais juste celui qui n'est pas l'Européen, qu'on va représenter parfois avec des piercings. Et donc, petit à petit, ça va devenir celui qui est hors de la norme. Donc, je ne dis surtout pas anormal, mais celui qui est hors du commun qu'on veut établir. Et donc, c'est comme ça qu'on va se retrouver avec l'idée du rebelle, l'idée de celui qui veut être à la marge, marginal, donc celui qui veut montrer qu'il est différent, en quelque sorte. Et c'est comme ça qu'on va avoir un certain nombre de communautés qui vont justement utiliser le piercing pour se différencier, que ce soit pour se différencier en signe de rébellion, ou encore en signe d'appartenance. Et c'est ce qu'on explique aussi dans la conférence, c'est que les compagnons du devoir, donc ce regroupement d'artisans extrêmement valorisés qui justement transmettent un savoir technique extrêmement particulier, à une certaine époque se reconnaissaient avec un simple anneau d'or jaune qu'on appelait le joint, qui était placé à l'oreille gauche et qui était un signe d'appartenance culturelle, d'appartenance à un groupe en quelque sorte. Et il y a cette notion à la fois de bijoux qui fait sens et en même temps de bijoux qui rassemble en quelque sorte et qui se retrouve particulièrement bien dans le bijou masculin pour faire partie d'une confrérie, d'un groupe, d'un ensemble. Et là ici, c'est le cas d'une guilde ou d'une corporation de métier, tout simplement. Merci beaucoup, Ghislain. Dis-moi justement, en parlant de ces signes qui dénotent parfois la rébellion, on voit dans certains bijoux des crânes, des squelettes. Est-ce que tu peux nous expliquer la signification de ces éléments-là? C'est un sujet en effet qui revient souvent. Ta question est tout à fait juste. Le crâne, le squelette, la mort de façon générale. Enfin, on le sait, dans toutes les actualités, on vit avec la mort, malheureusement. Ça fait partie de la vie et avec toute sa tristesse qui va avec. Cette image d'être confronté à la mort, elle existe depuis la plus haute antiquité. On sait que les représentations de crâne évoquaient cette idée que la vie a une fin. Elle a un début et une fin. Et on a cette notion de memento mori, donc qui est une citation qui vient du latin et qui signifie souviens-toi que tu vas mourir. Donc c'est un rappel de la mort, pas du tout dans une notion négative. Il y a plutôt un côté carpe diem, profite de la vie aujourd'hui parce qu'on ne sait pas combien de temps elle va durer, en quelque sorte. Et ça vient des très anciennes coutumes issues de l'Empire romain. Lorsqu'un général, on pense au César, venait de gagner des batailles dans l'Empire romain, le général avait un triomphe à la romaine, donc il passait dans Rome sur son char, avec les esclaves derrière, enfin, tout ce grand apparat à la romaine. Il y avait toujours un esclave qui venait derrière lui et par tradition lui chuchotait memento mori en latin, donc souviens-toi que tu viens mourir. Et c'était une manière de lui dire aujourd'hui tu es célébré, mais tout peut changer demain, donc profite de ta journée parce que finalement on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Et cette notion va continuer parce qu'il y a eu de terribles réalités à travers le temps. Je pense à la grande peste noire, par exemple, au XIVe siècle, qui a décimé une très grande partie de l'Europe et du monde des terres d'islam. Donc c'est absolument terrible ce qui s'est réalisé. Et du coup, il y a eu un retour de représentation de squelettes dans la sculpture, mais aussi dans les bijoux. Et ça va continuer ensuite parce qu'il y aura malheureusement de nombreux épisodes comme ça. Et du coup, cette notion de la vie est courte, il faut en profiter, eh ben, elle est apparue dans des bijoux squelettes, parfois d'un décor, enfin, je pense à la bague avec le livre que je montre ici sur la gauche, qui est vraiment très décoré, serti de gemmes, et qui nous montre justement qu'on a de beaux objets, on a de beaux bijoux portés par des hommes dans cette idée, avec des crânes, de montrer que la vie a une fin, donc on va en profiter. Et c'est ce qu'on retrouve dans une période aussi bien très joaillière contemporaine avec ce bijou de Codognato, ici, ce joaillier italien, que on va retrouver avec les bikers, les Hells Angels, donc les anges de la mort, ces motards de la route 66 américaine, et qui finalement étaient connus pour leurs mains complètement recouvertes de bagues avec des squelettes sur des motos, avec des têtes de mort faisant des grimaces, qui montraient qu'en quelque sorte, il était violent, que cette idée d'apporter la mort, mais aussi cette volonté de profiter de la vie et que la mort pouvait frapper un peu à n'importe quel moment. Et ça se retrouve ensuite chez les chanteurs de rock, chez toute personne qui veut jouer un petit peu sur ces codes et à la fois
provoquer, parce qu'il y a un petit côté de provocation en quelque sorte, de jouer avec le crâne, avec la tête de mort, mais en même temps de dire je suis conscient de la valeur de la vie et je compte bien en profiter. Et c'est ça finalement le côté positif qu'il faut garder dans tout ça, c'est qu'il n'y a rien de négatif dans cette volonté de vanité, donc de montrer qu'il est vain d'imaginer que la vie est éternelle, mais qu'au contraire, la vie a une fin, donc il faut en profiter autant que faire se peut. Merci beaucoup, Ghislain. Effectivement, et cette opulence justement dans laquelle on voit ces crânes ou ces ossements ne fait que souligner finalement la fragilité de l'existence et la vanité d'accumuler des richesses. Et je pense que c'est particulièrement vrai effectivement sur les pièces que tu nous as montrées. N'hésitez surtout pas à poser vos questions à notre intervenant Ghislain Aucreman qui est historien de l'art. Dans les commentaires du live, nous avons encore quelques minutes pour pouvoir y répondre. Ghislain, peut-être une question un peu généraliste pour celles et ceux qui nous regardent et qui seraient intéressés d'en savoir un petit peu plus. Où est-ce qu'on peut voir des bijoux masculins, des collections de bijoux masculins? Si on veut en apprendre plus, quels sont les lieux, les musées ou les ouvrages qu'on peut consulter pour approfondir cette connaissance? Alors, très belle question. Déjà, répondons à un bout de la question, si j'ose dire. Où est-ce qu'on peut voir des bijoux? Déjà, premier élément. Des collections de bijoux, il y en a dans beaucoup de musées, mais il y a 2 lieux que je voudrais citer qui ont vraiment une galerie des bijoux attitrée. À Paris, dès que nous pourrons, bien entendu, revisiter certains musées, il y a une très belle galerie des bijoux au Musée des Arts Décoratifs à Paris, qui est au 109 rue de Rivoli, et qui possède une très très belle collection de plusieurs milliers de pièces qui sont présentées chronologiquement et dont l'école des arts joailliers est mécène et qui véritablement permet un parcours du bijou de façon générale, et on retrouve bien entendu des bijoux masculins à l'intérieur de cette très belle collection. La deuxième galerie des bijoux, qui est tout aussi splendide, est à Londres. Elle est au Victorian Albert Museum, donc un musée qui date, comme les arts décoratifs, de l'époque des expositions universelles, voulu par, comme son nom l'indique, le prince Albert et la reine Victoria, et qui possède une galerie des bijoux ouverte il y a une bonne dizaine d'années, et qui a été renouvelée dans sa muséographie il n'y a pas très longtemps, et qui possède bien sûr de très beaux exemples de bijoux masculins. Donc, ce sont les 2 lieux que j'invite à découvrir. Après, à titre aussi d'intérêt spécifiquement masculin, beaucoup moins connu, mais quand même près de chez nous, à Paris. Il faut traverser la Seine, c'est de l'autre côté, c'est pas sur la rive droite comme les arts décoratifs, c'est sur la rive gauche, en face du musée d'Orsay, où on trouve les impressionnistes. Il y a un musée de la Légion d'honneur, un très bel hôtel particulier, qui représente les ordres de chevalerie, et là pour le coup on est vraiment dans l'insigne et militaire et bijoux masculin, où on parle de la Légion d'honneur, bien sûr, depuis Bonaparte, mais également d'un signe de chevalerie beaucoup plus ancien, l'ordre de la Toison d'Or, l'ordre de la Jarretière, l'ordre de Saint-Michel, l'ordre du Saint-Esprit, etc., etc. Mais aussi d'ordres qui viennent d'autres parties du monde, bien évidemment, et qui font un beau rassemblement. C'est un très joli musée où on a vraiment un beau rassemblement de pièces. Et après, je finis un peu en apothéose baroque, mais c'est parce que c'est un musée complètement baroque par celui qui l'a voulu et par celui qui a porté les bijoux. C'est en Saxe, donc on est au sud-est de l'Allemagne, on est à Dresde. Ça s'appelle la Voûte verte, la Grünes Gewölbe. Mon allemand est sûrement très mauvais, donc la Green Vault, la voûte verte. Et c'est un musée créé au XVIIIe siècle par le prince électeur de Saxe et roi de Pologne, Auguste II le Fort, qui est un grand personnage qui a fait un voyage en fait. Il a fait un grand tour d'Europe pour sa propre éducation, pour parfaire une éducation de prince, on peut le dire, à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle. Il arrive autour des années 1700, je crois que c'est 1697, 99 à peu près. Il arrive à Versailles, à la cour du roi Soleil vieillissant, et il est jeune, et en fait il est fasciné par le roi Soleil, qui est couvert juste au corps, donc son vêtement est recouvert de diamants, et il sait que le roi a des boutons qui, comme nos boutons de manchette aujourd'hui, sont amovibles. Donc il y a des boutons de vêtements, des boutons d'ornements de poche et autres qui se retirent. Donc le roi mettait des boutons en diamant et rubis pour le lundi, diamant et saphir pour le mardi, etc., etc. En fonction des jours, il y avait des cannes ornées, des épées ornées, enfin, toutes ces choses-là, des insignes d'épaule, des insignes de chapeau, enfin, des objets d'apparat. Sauf que nous, des trésors du roi Soleil, on a très peu de choses qui sont conservées. Par contre, lui,
ça a été conservé. Et en fait, c'est dans la voûte verte. Et on a des parures entières, tout en rubis, la même chose, tout en émeraude, la même chose, tout en saphir. Et c'est pour 90% des pièces, même plus, ce sont des parures masculines. Et c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est un coup de cœur. Si vraiment on aime le bijou masculin d'époque baroque, de l'apparat du XVIIIe siècle, c'est vraiment un lieu à redécouvrir dès qu'on pourra à nouveau voyager. Et dès que la santé ira mieux pour tout le monde, c'est un lieu pour apprécier la beauté, justement, et le travail exceptionnel des artisans joailliers de cette époque. Merci beaucoup pour ces beaux conseils, Ghislain. Nous avons mis les liens vers certains de ces musées, certaines de ces galeries dans les commentaires du live. Un certain nombre d'expositions en réalité ont été en partie numérisées, et donc vous pourrez peut-être avoir un avant-goût de ces visites, y compris durant cette période de confinement. Et merci Ghislain, c'est un très beau rappel du sous-titre, encore une fois, de cette conférence, les bijoux masculins, signe et insigne, avec véritablement cette idée de la signification que porter un bijou peut avoir, des liens extrêmement complexes entre l'ornement, l'histoire, le pouvoir et la représentation. Et je tiens tout particulièrement à remercier Ghislain Ancreman, puisque c'est aussi lui qui est à la programmation de cette série de conférences que nous avons la joie de partager sur notre page à Bibliothèques sans frontières. Effectivement, vous avez eu la semaine dernière une entrée en matière sur la période de l'art déco. Cette semaine, nous allons parler des bijoux masculins, et la semaine prochaine, nous parlerons des marchands de perles, cette fois-ci, avec Olivier Segura, qui est également professeur à l'École des Arts Joailliers et qui viendra nous parler de sa spécialité, les perles. Donc merci sincèrement, Ghislain, d'avoir été avec nous aujourd'hui, et merci d'avoir partagé ta passion pour les bijoux masculins et pour l'histoire qu'il propage. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Un grand plaisir. Merci beaucoup.